je crois vraiment que le journalisme, et c'était la citation qui était lue en introduction, que le journalisme, c'est un engagement pour la démocratie. Tout bêtement parce que ce qui nous légitime, c'est un droit de savoir des citoyens, quelque chose qui ne nous appartient pas. Alors après, c'est la vie qui montre si on a été au rendez-vous de cela. Est-ce qu'on l'a été sous toutes les présidences, par exemple? Est-ce qu'on l'a été quand la présidence était de gauche et quand la présidence est de droite? Est-ce qu'on a montré une certaine indépendance? Est-ce qu'on a passé l'épreuve de l'indépendance? Et l'épreuve de l'indépendance pour un journaliste, c'est... Et ça, vraiment, c'est pour ça qu'il y a des règles professionnelles, c'est pour ça qu'il y a des collectivités de journalistes. C'est d'être capable de produire des informations qui vous dérangent vous-même, qui dérangent vos propres convictions, vos propres certitudes. Le Monde donnait le là pour toute la profession d'un journal de journalistes, d'un journal appartenant à ceux qui le font, ne dépendant au fond que de ceux qui le font et de ceux qui le lisent. J'ai essayé, dans cette confusion, de mener une bataille. Je l'ai perdue. J'en ai tiré les conséquences. J'ai repris ma liberté. Hubert Beuve-Méry disait qu'il combattait la presse d'industrie. Il disait la presse est une industrie, bien sûr. Il y a plein. Et puis un journal doit gagner de l'argent pour être indépendant. Mais la presse d'industrie, c'est quand des intérêts industriels extérieurs à l'information viennent s'emparer d'un journal. Bon, on ne va pas se faire un dessin, mais il n'est pas normal dans une démocratie qu'un marchand d'armes soit propriétaire d'un quotidien. Bref, on pourrait... Il n'y a pas que le marchand d'armes, il y en a plein d'autres. Mais comment dire, ce sont des intérêts extérieurs à l'information. Ils ont leur propre logique. Et c'est malsain que ce conflit d'intérêts corrompe l'intégrité de l'information. Donc voilà. Et donc, quittant le Monde, pour continuer le petit récit, on s'est dit à quelques-uns qu'il fallait, dans ce moment de crise de nos métiers, il fallait montrer qu'il n'y avait pas de fatalité. Et donc nous, on était quelques-uns qui nous étions connus au Monde, et on s'est dit, il faut qu'on crée un laboratoire, comme on dirait un laboratoire de recherche, un atelier, comme on dirait un atelier de création, qui montre qu'à l'heure de la révolution numérique, au cœur de la modernité, et sans avoir peur de cette modernité, on peut défendre le meilleur de la tradition. C'est comme ça qu'on a inventé Mediapart. On a créé Internet pour défendre la valeur de l'indépendance, l'enquête, l'investigation, la valeur de la qualité, la référence, le sérieux, et la valeur du public, donc un journal participatif, avec des abonnés qui peuvent contribuer, écrire sur leur blog. Mediapart, c'est aussi une plateforme de blog. Quand nous avons fait ça il y a 3 ans, je n'imaginais pas que la fraude fiscale était quelque chose d'aussi évident à une telle échelle industrielle qui est digne d'une organisation criminelle. Je n'imaginais pas que l'on puisse se dire « Tiens, j'ai une affaire de justice embêtante avec ma fille ». C'est pas la vieille dame, d'ailleurs, qui est responsable, c'est son entourage, en l'occurrence. Donc il y a un conflit entre mère et fille sur sa fortune et ceux qui en profitent. La justice, le procureur de la République est en train de donner raison à la fille. Oui, on abuse l'enquête de police dit oui, il y a abus de faiblesse. Ils ont enquêté, ils ont écouté tout le personnel de maison qui sont témoins de ça. Ah, c'est un problème. C'est un problème parce que ça va, la poule aux œufs d'or, on va la mettre sous tutelle, je ne sais pas ce qui va se passer. Que dit l'entourage de Madame Bettencourt? C'est ça qu'on entend sur les bandes. Tout le monde l'a oublié, mais c'est pour ça que ça a été si violent. Ah ben, il suffit d'aller voir Nicolas. Dire vous avez une affaire privée et vous appelez le président de la République, vous prenez rendez-vous, vous apprenez à la petite dame des petites feuilles de papier, on a raconté ça, je vous ai toujours aidé dans vos campagnes électorales, je continuerai à vous aider, et on va voir le président. Et puis du coup, du jour au lendemain, le procureur de la République disait blanc, le lendemain il dit noir. Il change d'avis. C'est-à-dire, il y a une justice privée, une justice sur mesure. C'est impensable. Écoutez, revisitez les déclarations folles de l'été que nous avons vécu autour de l'affaire Bettencourt, où l'enjeu, c'était d'empêcher qu'il y ait un juge indépendant. Ce qui a réussi pendant 4 mois. Et du coup, il n'y a pas eu de commission rogatoire en Suisse, il n'y a pas eu de vérification. Eh bien, on entendait ce propos-là. Je n'ai pas d'explication à vous donner, je n'ai pas à vous répondre, je n'ai pas à expliquer, je n'ai pas à rendre compte, alors que les faits étaient là. Les légions d'honneur,
Il y a quand même un président de la République, sous la Troisième République, qui a dû démissionner parce que son gendre distribuait des légions d'honneur. Or, qu'est-ce qu'on a découvert dans l'affaire? C'est que le premier cercle, le lieu de financement élitaire de l'UMP, eh bien, la plupart des membres se voyaient donner des légions d'honneur. Ah bon? Bien sûr que Berlusconi, c'est une caricature. Bien sûr que c'est une caricature qu'il faut prendre au sérieux, puisque derrière cette caricature, il y a le même phénomène qui travaille l'UMP aujourd'hui. Une droite à l'italienne, c'est-à-dire une droite extrémisée. Une droite qui oublie les propres fondamentaux de sa famille politique. Quelle est la caractéristique de Nicolas Sarkozy? On le sait tous, c'est quelqu'un qui n'a pas le sens des limites, qui est transgressif, qui est excessif. Alors, cet excès rencontre une fonction qui ne lui appartient pas. On sait bien que Nicolas Sarkozy a une égo-présidence, mais cette présidence n'est pas la sienne. Cette présidence nous appartient. Un président, une fois élu, c'est un bien commun, c'est une représentation, c'est un miroir. Donc tout mon livre, c'est plutôt un livre, si c'était un réquisitoire, c'est un réquisitoire contre nous tous. Je l'ai rappelé tout à l'heure, je n'ai pas été en arrière de la main, bien que citoyen plutôt de gauche, sous la présidence de François Mitterrand. C'est à des moments comme ça que vous testez votre indépendance. Est-ce que vous êtes capable de publier des informations qui vont vous fâcher avec vos amis, qui vont bousculer vos propres convictions, qui vont vous déranger vous-même? Je l'ai fait, mais parce que pour moi, c'est une évidence, c'est les valeurs de ce métier. Et je l'ai fait aussi parce que je n'avais pas de souci d'indépendance dans le journal où j'étais. J'ai pu le faire. Je pense qu'on est tous, dans ce métier, confrontés à un moment comme celui-là. C'est-à-dire, le journaliste doit être capable de trouver des informations qui le dérangent avant de déranger ses lecteurs. C'est d'avoir fait ça qui me permet de parler un peu fort aujourd'hui. Tout ça est à chaque fois un cas d'espèce. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question de qu'est-ce qui l'emporte d'un intérêt public, d'un intérêt du public à savoir, sur la protection de libertés individuelles. Dans le cas de l'affaire Bettencourt, pour dire les choses franchement, nous avons écarté tout ce qui concernait l'intimité de la vie privée de Mme Bettencourt. Le secret professionnel des avocats, dans le cas de Mediapart, a été préservé. Le secret, y compris des notaires. Nous avons publié tout ce qui révélait des informations d'intérêt public. Fraude fiscale, intervention sur la justice, conflit d'intérêts, financement illégal de partis politiques. Mais nous avons veillé à cette question. Ce qui m'amène à Mazarine. Je connaissais l'existence de Mazarine Pinjot en plein moment où je faisais la chronique des affaires de François Mitterrand, les Irlandais de Vincennes, Greenpeace, etc. Je le savais parce qu'une amie se trouvait être sa professeure d'histoire. J'ai arbitré en conscience, et je ne crois pas que l'argument de l'appartement qu'est Branly suffise à ébranler cela. J'ai arbitré en conscience au nom de la vie privée. Non pas la vie privée de François Mitterrand ou de la mère de Mazarine Pinjot. Elle avait 12-13 ans à l'époque. Son père l'avait mis dans cette situation complexe d'exister et de ne pas exister, de ne pas être reconnu, publiquement, je veux dire, alors qu'il l'était. Et j'ai considéré que c'était la vie privée de cette adolescente et que ce serait son affaire à l'âge adulte et que je ne pouvais pas prendre la responsabilité de mettre cette adolescente sur la place publique. Pour moi, Nicolas Sarkozy est un symptôme. C'est l'enfant monstrueux des présidences précédentes, c'est-à-dire de ce que nous avons laissé faire. Depuis la création de la Ve République, le pouvoir du président n'a jamais cessé de s'étendre. Pouvoir de nomination, pouvoir sur les ministres. L'actuelle pratique gouvernementale est contraire à notre Constitution. C'est le président qui gouverne, en fait, à travers les ministres. Et du coup, cette extension nous met devant cette situation qui, je pense, nous concerne tous, quelles que soient nos sensibilités partisanes. Et dont, entre nous, tous les élus sont conscients quand ils sont dans l'opposition. Je l'entendais dire de tous les élus de droite sous la gauche. Et je l'entends dire des élus de gauche sous la droite. Simplement, quand arrive, comme un peu le cheval qui retourne à l'écurie, quand arrive le moment de la présidentielle, on oublie tout ça. Parce qu'on se dit, l'un des nôtres va être président et on va tous en profiter. Je ne vais pas crier au loup quand le Front National progresse, parce que je pense que quand le Front National, en l'occurrence, il ne progresse que par comparaison, il progresse parce que les familles démocratiques centrales, en clair l'UMP et le PS en l'occurrence,
sont désertés par leurs propres électeurs. Pourquoi ? En l'occurrence, dans le cas de la droite, Nicolas Sarkozy a rompu un pacte. Je vous rappelle juste qu'après 2 guerres mondiales, des génocides, notre Constitution écrit qu'on ne fait pas de tri entre Français selon l'origine. On peut avoir toutes sortes de problèmes sociaux, de problèmes de débats, etc., de discussions sur les politiques concrètes. Mais on ne fait pas de tri, ce Français, selon l'origine. Nous avons su que, dans notre histoire, commencer à faire un tri selon l'origine, ça peut amener à des catastrophes. Je suis désolé, mais le discours de Grenoble du mois d'août dernier, qui demandait des pénalités particulières pour les Français d'origine étrangère, dans le cas de certains crimes, c'est pas Marine Le Pen qui l'a prononcé, c'est Nicolas Sarkozy. Je suis désolé, mais le discours actuel, qui est au moment où on va sauver les Libyens, et en même temps on focalise dans le débat interne notre attention sur tout ce qui est la Libye. C'est-à-dire ils sont arabes, ils sont musulmans et ils ont une religion, c'est l'islam. Et nous, en même temps qu'on leur apporte la liberté, on est en train, par la voix de M. Guéant, d'être dans une crispation, dans une désignation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des questions rationnelles à discuter. Mais cette logique de dire, Robert Badinter l'a souligné quand il y a eu cette formule, français d'origine musulmane. Robert Badinter a dit, ça me rappelle quelque chose. À une époque, on disait français d'origine juive. On est français. Il y a plein de députés qui pètent de trouille que Sarkozy ne soit pas réélu en 2012 parce que derrière, compte tenu du système, désormais, derrière, il risque de ne pas être élu. Fillon, récemment, s'est démarqué, ce qui fait la fureur de Copé. On est dans le jeu de rôle, là, où on entrevoit déjà le début d'une opposition interne. Mais moi, sincèrement, je sais pas, c'est une question. Je ne sais pas ce que vous vous dites à table, mais là, actuellement, ce soir. Mais les paroles les plus dures, si on est sur le caractère de ce président, sa façon de présider, sa façon de gouverner, je ne les entends pas dans la bouche d'électeurs de gauche ou de responsables de gauche. Je l'entends dans la bouche d'électeurs et de responsables et d'élus de droite. C'est là où on est dans un système de peur et de monarchie bizarre. C'est que les choses les plus violentes, je l'entends chez des gens proches de la majorité actuelle. Moi, je comprends très bien qu'on change de famille politique. Je comprends très bien qu'on évolue. Je comprends très bien qu'on ne soit pas prisonnier d'un camp. Ça peut exister, mais on en rend compte. Mais on ne fait pas ça du jour au lendemain. On n'est pas Éric Besson, qui est le secrétaire des études du Parti socialiste, pendant la campagne présidentielle, et qui, 3 mois après, dit le plus grand mal de la candidate qui soutenait et change de famille politique comme de trottoir. Je veux dire, voilà, on n'est pas... Monsieur Bockel, vous connaissez son itinéraire, son cheminement. On ne peut pas faire, comment dire, en 2002, c'est le cas, c'est le secrétaire général de son parti, en 2002, la gauche moderne, il était le directeur de campagne de Jean-Pierre Chevènement. Et puis comme ça, 5 ans après, de la gauche républicaine. Quel est le sens idéologique de ça? Comment faire comprendre? Ça vient de ce système présidentialiste. Notre carrière, se disent-ils, dépend du président. Si nous perdons, eh bien, il faut aller vers ce président. Le service public avait exceptionnellement décidé de faire débattre 4 journalistes. Il y avait le patron des Échos, une journaliste du Point, donc le Point et les Échos, et il y avait quelqu'un de Marianne, Nicolas Domnac et moi-même. 2 de sensibilité critique et 2 de sensibilité approbative. Bon, on a fait l'émission. Patrice Duhamel l'explique. Nicolas Sarkozy l'a appelé et lui a dit, écoute, Domnac, je le connais un peu, mais pourquoi tu avais besoin du 4e? Pourquoi tu avais besoin du 4e? Ça suffisait. Et en plus, les 2 autres n'ont pas été bons. Donc, du coup, Domnac et Plenel, ils ont fait un événement. Enfin, c'est eux qui ont marché. Et le président intervient. Je veux dire sincèrement, mais quand vous lisez les télégrammes de Wikileaks, en fait, des ambassades américaines sur M. Ben Ali, sur... Je veux dire, le clientélisme, c'est un truc digne d'une république bananière, que le président puisse prendre son téléphone, appeler le patron d'une chaîne de télévision publique et intervenir. C'est ridicule, vous me direz, c'est anecdotique. Mais que cette transgression soit possible renvoie à l'état de notre système démocratique. Si Mediapart était riche et avait de quoi prendre le temps de dépenser de l'argent, j'inventerais plusieurs laboratoires d'une presse quotidienne régionale.
un Mediapart Alsace, un Mediapart, etc. Simplement, il faut le temps de trouver le modèle économique, d'avoir les équipes. Il faut que les équipes soient investies et correctement payées. Bref, il faut tout ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui est dépensé dans des fuites en avant de l'existant qui devrait être dépensé ailleurs.